Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le jeudi 12 janvier 2023 et je vais continuer mes petites incartades derrière cet ouvrage. C'est difficile de à contre-jour. Bon, l'Empire du bien par Philippe Muret aux belles lettres. Iconoclaste 7. Voilà. Et alors, on va déjà lire un peu je ne connaissais pas du tout cet auteur et je pense que c'est intéressant de lire sa petite biographie sur Wikipédia. Philippe Muret, né le 10 juin 1945 à Angers et mort le 2 mars 2006 à Villejuif, est un romancier, épistolier, philosophe et essayiste français. Alors, il n'a pas vécu longtemps, en fait. 60 ans, c'est jeune. Donc, on s'use vite à être dans dans le regard, de porter ce regard un peu tragique, au fond, même si c'est tragicomique, sur la société quand elle va pas très bien, quand on la conteste et quand on est en somme hypersensible au monde face au monde tel qu'il est. Voilà. Philippe Muret est connu pour sa théorie du festivisme, signe à ses yeux de ce que l'Occident mondialisé est sorti de l'histoire et est entré dans une post-histoire dont il analyse les principes en les jugeant effrayants et dont la festivisation est selon lui le symptôme principal. Et c'est clair que pour celui qui a connu les années 90, cet ouvrage a été écrit dans les années 90. Donc à la chute du mur de Berlin, ce vent de liberté qui était vraiment quelque chose d'important. En même temps, la liberté arrivait en Espagne, arrivait donc dans les pays de l'Est, etc. Il y a quelque chose qui... Ce vent de liberté était là. Mais ce qui est rentré dans cette... Évidemment, comme dans tous les mouvements euh, naturels, si on prend par exemple, il me semble qu'il y a eu des expériences comme ça, ils avaient pris plusieurs troupes de primates et ça avait fini par faire une centaine d'individus et ils les avaient mis tous ensemble dans un endroit, un espace pas très grand et donc il a fallu tout de suite que les plus forts s'imposent. Et on s'est retrouvé un petit peu avec cette énergie qui était un peu du... C'était le narcissisme qui est monté. Il fallait se montrer, se faire voir. Ça a été... il me semble, hein, c'est un peu comme ça que je peux le regarder vu de l'extérieur. Il y avait quelque chose de très narcissique dans ce festivisme dont il parle. Euh, et qui allait vers les excès, il fallait vraiment partir dans ces excès. Seulement dans ce genre de choses, ce sont tous les violents qui l'emportent. Et les plus fragiles sont la chair à canon de ce système-là, en somme. Voilà. Il y en a très peu qui tirent leur épingle du jeu, en réalité. Et on le voit même dans l'industrie. Ben oui. Alors, ça faisait des ravages, des boîtes qui tombaient, etc. Et puis, ça a fait le bonheur des tapis, de ceux qui rachetaient ça pour des misères, etc. Voilà, c'est vraiment une économie bien particulière. Et progressivement, le système, il s'est réformé, voilà, ce festivisme a perdu un peu de sa densité, etc. Et puis, le monde s'est retrouvé un peu, le monde occidental en dépression, en somme. Hein. Mince. Voilà, je continue. Philippe Muret est aussi connu pour les nombreux calembours et néologismes qu'il a introduits.
par son style particulièrement caustique, parmi lesquels Homo festivus, l'homme festif, l'individu occidental sorti de l'histoire, a rapproché du terme bobo, l'envie du pénal, d'après l'envie du pénis de Freud. Murray y désigne la jouissance perverse que prend Homo festivus à réprimander ou demander la punition de ses semblables sous des prétextes moraux à la mode, tels que l'antiracisme, la lutte contre l'homophobie ou l'antisexisme, ou encore les mutins de Panurge, paraphrase de Rabelais par lequel Murray désigne les artistes ou autres se proclamant subversifs et dérangeants mais épousant en réalité toutes les valeurs de leur époque. Et alors là, pour moi, là ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y avait ces artistes-là, ils étaient là, mais ça symbolise complètement Thierry Ardisson. Voilà, ce genre de personnage qui se disait subversif et qui était d'un, de, de, vraiment complètement adapté, mais alors vraiment complètement adapté à cet ultralibéralisme, quoi. Et c'est là où on voit que c'est le monde prédateur qui a pris le pouvoir dans ces années 90 là. Il a pris le pouvoir. C'est lui qui a investi la mondialisation après la chute du mur de Berlin. Et rien ne pouvait les arrêter. Hein. Ils sont allés ravager direct tout ce qui était fragile, c'était ravagé. Les entreprises, les trucs comme ça, mais l'URSS, la Russie, ça a été ravagé, etc. Voilà, y a eu ce mouvement de, de prédation quoi, qui était en œuvre derrière cette liberté. Alors, ça devra être analysé avec le temps, je pense qu'on l'analysera. Donc je reprends un petit peu la lecture de cet ouvrage. Tartuffe, c'est un des chapitres. Dans le Golfe, il y a quelques mois, par exemple, il ne s'agissait pas principalement d'écraser des Arabes, il s'agissait surtout de commencer à les convertir au charme de notre mouroir bigarré. Les guerres nécessitées par la conquête ne nous paraissent terrifiantes que parce qu'elles surgissent comme des interruptions, les plus brèves possibles. Heureusement, la pub doit continuer. The show must go on. De la vie désormais considérée comme normale. Nous savons que ces actes de violence sont commis contre les peuples pour leur bien, enfin, entre guillemets. Nous préférerions seulement qu'ils s'accomplissent dans la plus grande douceur possible. Malheureusement, c'est difficile. Comme le disait déjà Clausewitz, les âmes philanthropiques pourraient bien sûr s'imaginer qu'il y a une façon ingénieuse de désarmer et de défaire l'adversaire sans trop verser de sang, et que le véritable art de la guerre, et que c'est le véritable art de la guerre. Si souhaitable que cela semble, c'est une erreur qu'il faut dénoncer. Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, les pires erreurs sont précisément celles causées par la bonté. Et c'est pas vraiment là. Je ne crois pas à cette idée-là. Je conteste cette vision. Évidemment, face à certains ennemis, entre guillemets, évidemment que face à un Hitler dont il disait ce qu'il allait faire, ceux qui auraient lu Mein Kampf en 1933, je ne sais pas quand est-ce qu'il est paru, et qu'il avait vraiment pris au sérieux, ils auraient vu qu'évidemment, là, il fallait arrêter directement un homme comme ça. Il disait tout ce qu'il allait faire, exactement. Donc, il y a ce genre de choses. Mais, dans la plupart du temps, la diplomatie prendrait le pape. Le fait de penser que le chaos que
faire une guerre pour semer le chaos, pour faire reculer, pour ramener au Moyen-Âge un ennemi qui est à notre porte, quelqu'un qui se considère comme un ennemi, c'est des erreurs, parce qu'en définitive, on fabrique encore plus de violence, encore plus. Et c'est ce que pensait un penseur romain. Je me souviens plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu il y a très longtemps, au tout début de la mécanique universelle. Au début, on s'arme parce qu'on a peur de son voisin. Donc on commence à s'armer, et puis le voisin, il dit, mais comment ça se fait qu'il est si armé, etc. Donc le voisin, il commence à devenir une menace parce qu'il a peur de ce qu'on soit armé comme ça. Et donc, comme il devient une menace, on va l'attaquer. On va attaquer les voisins, les premiers voisins qui sont tout de suite à notre frontière. On l'attaque et on le maîtrise. Et en faisant ça, on fait peur à tous les voisins qui sont à la frontière de celui qu'on a. Donc, on a multiplié le nombre de peurs qui sont derrière. Et donc, comme ils ont peur et qu'ils s'arment parce qu'ils ont peur, etc., on va les attaquer aussi. Jusqu'au moment, écrit ce philosophe, jusqu'au moment où on succombe sous le poids des ennemis qu'on s'est ainsi constitués. Voilà. Et ça, c'était les Romains qui avaient compris cette chose-là. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont chuté d'ailleurs. Ils avaient tellement, ils s'étaient constitués tellement d'ennemis qu'au final, c'était trop, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des. C'est valable que pour les vrais criminels, mais pas les criminels qu'on affluble de criminels, qu'on dit criminel expansionniste, hein, je parle. Celui qui menace notre propre liberté, notre propre vie. Évidemment qu'il fallait travailler sur les dictateurs. Il fallait amener ces pays à sortir de la dictature. Mais il y avait des moyens de sortir, d'aider ces pays. La bienveillance aurait aidé ces pays à sortir de la dictature. C'était possible, c'est clair. Mais c'était, voilà, on n'était pas, mince, on n'était pas, la conscience humaine n'était pas montée à ce stade, à cette capacité. Voilà. Allez, je continue, je vais lire un autre petit passage là. Défrisé. Comment la réalité tiendrait-elle devant de pareils sortilèges? Les événements n'existant presque plus, il faut en décréter de toutes pièces, et dans le plus grand arbitraire. Le véritable style de l'époque se laisse très bien déchiffrer à travers les pseudo-manifestations, par exemple, que planifient inlassablement les bons apôtres des Nations Unies. Journée internationale des enfants innocents victimes d'agressions, journée internationale de la paix, semaine de solidarité contre le racisme, décennie des transports en Afrique, deuxième décennie de l'eau potable, troisième décennie du développement. Je n'invente rien, je cite, c'est tout. Évidemment, il y a de quoi être révolté, en fait, de voir que il y a évidemment, ça part des bons sentiments, d'un bon vouloir, et en même temps, à côté de ça, il y a la possibilité d'aller ravager un pays et de balancer des centaines de millions d'êtres humains sur les routes, de terroriser des centaines de milliers d'enfants, etc. etc. On sait à quel point il y a quand même une dichotomie entre ces deux mondes qui sont là. C'est pas les mêmes, hein, c'est deux mondes bien différents, mais c'est ça le problème. Que peut la nausée en face d'un enfant qui meurt de faim?
demande le catéchisme sartrien. Rien, lui répond l'écho fidèle. Mais la multilatérale cordicole, elle, sait utiliser à tour de bras et bien au-delà de toute nausée les images des enfants morts de faim. La vie est courte, les affaires sont les affaires. Aujourd'hui, pour faire gicler l'argent des coffres, il faut au moins, et en prime time, soulever un linceul de temps en temps, montrer aux spectateurs un bébé somalien, par exemple, qui vient de mourir de la famine. J'ai l'air d'énumérer sans ordre, dans un beau désordre, au moins qu'on pourrait prendre pour un effet de l'art si on savait encore ce que c'est. Mais ces phénomènes méritent mieux. Je les vois venir comme ils veulent, je ne les choisis pas, je les laisse passer. J'épouse ce chaos, ce bazar, cette foire aux symptômes colorés. Je voudrais bien canaliser, éviter les embouteillages, mais que voulez-vous? Tout se rue dans un même carnaval où il n'est plus possible de crier. Depuis les dénonciations de l'argent corrupteur, de la jungle des OPA, du gangstérisme, des affaires jusqu'à la télé divinisée comme instrument de dialogue entre les générations, intégratrice des classes sociales, agent du mélange démocratique, de la grande fusion finale unisexe au terme de laquelle il n'y aura plus qu'une seule tribu planétaire de consommateurs asservis et ravis de l'être, en passant par le courageux engagement des jeunes pour la paix, pour les blousons machins, contre les drogues dures, pour les valeurs hip-hop, contre les infos malhonnêtes, contre la violence dans les cités, aussi bien que dans les feuilletons japonais. Toujours la moralité, sans risque d'erreur, ricanerait Nietzsche. À ma place, toujours les grandes paroles moralisantes, toujours le boum-boum de justice, de sagesse, de sainteté, de vertu, toujours le stoïcisme de l'attitude. Et c'est vrai, il montre une réalité, mais c'est comme ça que se construit le monde. C'est comme ça que progressivement l'humanité c'est pas le mal, c'est grâce à ça que le mal, ce n'est pas lui qui évolue, qui progresse dans l'humanité, c'est la sensibilité au mal de l'humanité, c'est notre sensibilité au mal qui progresse dans l'humanité. Voilà ce que j'écris sur la mécanique universelle. Et, et cette sensibilité, elle évolue par la sensibilisation. Et évidemment que même si derrière ces 3 décennies néolibérales, le monde s'est durci, la sensibilité en même temps continue quand même de progresser. On devient de plus en plus sensible à la planète, de plus en plus sensible à la nature, de plus en plus sensible aux, aux, aux autres animaux, de plus en plus. Voilà. Et c'est pas pour rien que c'est Greta Thunberg qui est au pinacle. On, voilà, au 19e siècle, jamais on n'aurait laissé passer une autiste Asperger comme ça et en valorisé sous cette forme. Donc, on se sensibilise, on devient de plus en plus tolérant avec autrui, parce qu'en réalité, on n'a pas cessé d'être tolérant sur les choses, d'être tolérant sur les... On n'a pas cessé. Voilà. Bon, merci de votre écoute. À très bientôt.